Bienvenue sur le podcast À ventre ouvert, où je vous parle de protection de l'enfance, de maltraitance, d'inceste, de violences sexuelles, de traumatisme, de dissociation et plus généralement de troubles psychiques. Ce n'est pas très joyeux, mais c'est important. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience avec la police et la justice en tant que victime d'inceste. Bon déjà, comme j'ai porté plainte contre un cousin, selon le gouvernement, ce n'est pas de l'inceste. Et oui, il a refusé en 2025 d'inclure les violences sexuelles commises par les cousins ou cousines dans la définition de l'inceste, ce qui n'a pas de sens. Inceste est égal famille, cousin est égal famille, fin du débat. Même les membres de la famille par alliance sont inclus dans la définition de l'inceste, c'est-à-dire les beaux-parents, les demi-frères ou demi-sœurs sans lien de sang. Alors, pourquoi pas les cousins ? Je pense qu'en France, il y a beaucoup de familles importantes qui avaient ou ont encore pour coutume de se marier entre cousins, des familles que le gouvernement ne veut pas froisser ou dont il est proche. Une personne, sous un post Instagram que j'avais fait sur le sujet, a commenté que les musulmans se mariaient tous entre cousins et qu'étrangement je n'en parlais pas. Non seulement c'est une généralité, mais surtout ce n'est pas le sujet. Pourquoi ? Parce que ça m'étonnerait vraiment beaucoup que le gouvernement refuse d'inclure les cousins dans la définition de l'inceste pour faire plaisir aux musulmans. En revanche, pour faire plaisir aux familles catholiques, oui. Revenons au dépôt de plainte. C'était fin 2019, j'allais extrêmement mal, je pensais tout le temps à la mort. Un soir, dans ma chambre d'internat, j'étais en prépa à l'époque, je me suis dit soit je porte plainte, soit je me tue. Je me suis rendue au commissariat le plus proche, ça s'est très mal passé. Je suis entrée toute tremblante, terrorisée. Il y avait plusieurs policiers face à moi qui m'ont demandé pourquoi j'étais là. J'ai répondu « Je voudrais porter plainte pour agression sexuelle ». L'un d'eux a enchaîné les questions. C'était où, quand, aujourd'hui, il y a un jour, une semaine, un mois, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai répondu « Non, c'est bon, je m'en vais ». Et j'ai commencé à partir. Il m'a retenue et m'a dit d'aller dans un bureau avec une collègue. À ce moment-là, il a aussi dit à ses collègues « Encore une meuf bourrée, faudrait arrêter de prendre leur plainte ». J'étais tellement stressée que je devais avoir l'air saoule, je sais pas, et il devait penser que ça venait d'arriver, que ce n'était pas durant mon enfance. Bref, dans tous les cas, ce propos est injustifiable, même si l'agression s'était produite quand j'étais adulte et en ayant bu. Dans le bureau de la policière, ça n'a pas été mieux. Elle m'a demandé de parler, mais elle ne prenait pas de notes. Je ne savais pas par où commencer. J'étais en train de mourir sur ma chaise. Donc j'ai juste dit, au début, j'avais 7 ans, il m'a forcé à faire une fellation. Et là, en fait, le bureau n'était pas fermé et plusieurs collègues ne cessaient d'aller et venir en discutant. Elle s'est tournée vers ses collègues en criant « Comment ça s'écrit, fellation ?» J'ai cru que j'allais vraiment mourir et c'est moi qui ai dû lui épeler le mot. Elle le note, elle relève la tête et me regarde en demandant « Et du coup, il a éjaculé dans votre bouche ?» Il n'y avait aucune rigueur dans sa façon de travailler. Vraiment, ça n'allait pas. Et en plus, c'était hyper violent et traumatisant pour moi. C'est seulement après ça qu'elle m'a demandé le nom et l'adresse de l'agresseur. Je n'avais pas son adresse. Elle a voulu que j'appelle ma mère, là, face à elle, dans le commissariat, pour lui demander son adresse, en disant que sinon elle ne pourrait rien faire. Ma mère à qui j'avais caché tout ça, à qui je n'avais pas dit non plus que j'allais porter plainte. C'était horrible. Finalement, elle m'a dit qu'elle n'allait pas prendre ma plainte, donc tout ça pour rien, mais elle m'a dit d'aller dans un autre commissariat un peu plus grand où il ferait le travail. En me quittant, elle m'a lancé « Si votre mère n'a rien fait pour vous protéger, elle va avoir de gros problèmes ». Alors que je venais de lui dire que j'avais peur que ma mère soit inquiétée et que je voulais la protéger. J'arrive donc dans le second commissariat. J'attends au moins 2 heures dans un couloir, il doit être 21h ou 22h. Puis un homme me fait entrer dans son bureau. Là, franchement, il avait l'air un peu plus humain. Ça se voyait qu'il n'était pas formé, mais il n'était pas méchant. Il a noté mon témoignage. La seule chose qui a été très violente à ce moment-là, c'est quand il a cherché le nom de l'agresseur dans ses fichiers informatiques, qu'il a retourné l'ordinateur et m'a demandé « C'est lui ?» Il ne m'avait pas prévenu et je me suis retrouvée face au visage de l'agresseur en gros plan sur l'écran parce qu'il était déjà connu des services de police. Bref, là encore ma plainte n'a pas été prise. Ils ont donné mon numéro à la brigade de protection des mineurs qui devait me rappeler et me convoquer pour prendre enfin ma plainte cette fois. Là-bas, avec l'enquêtrice, disons que c'était mitigé. On ne m'a pas demandé si j'étais consentante à 7 ans, ni si j'avais aimé ça. J'ai entendu plusieurs victimes raconter ce type de choses, donc je le précise. On ne m'a pas dit non plus que je mentais.
Et même à un moment, alors que je disais que je me sentais coupable, l'enquêtrice m'a dit « Vous étiez une enfant, vous n'y étiez pour rien ». C'est déjà ça. Mais par contre, il y avait toujours un homme dans la pièce, donc j'étais très mal à l'aise. Elle ne respectait pas mon rythme et me forçait à parler encore et encore, insistait jusqu'à ce que je détaille au maximum et réponde à ses questions alors que je ne l'avais jamais fait même en thérapie. Quand je lui ai demandé si je pouvais avoir des mesures de protection car l'agresseur avait déjà été condamné pour violence conjugale et qu'il était dangereux, elle m'a répondu « Si on faisait ça pour toutes les victimes, plus personne pourrait sortir de chez soi ». Je suis donc restée avec la peur des représailles. Lors de la deuxième audition, elle m'a posé des questions extrêmement difficiles auxquelles je ne voulais pas répondre, surtout devant un homme inconnu qui était juste à côté, dans la même pièce. Elle a forcé, j'ai dissocié à tel point que je ne pouvais plus bouger ni parler, que je n'ai pas pu relire l'audition avant de signer et que j'ai vomi dans les toilettes en sortant. Pour finir, elle m'a dit « Maintenant, il faut passer à autre chose ». Je ne crois pas que c'était malveillant de sa part, mais c'était vraiment très maladroit. Globalement, l'expertise psychiatrique, ça a été. Le seul truc qui m'a étonnée, c'est de voir que la psychiatre avait écrit dans son compte-rendu « Il n'y a pas d'éléments en faveur d'une affabulation, il n'y a pas de dramatisation hystérique ». Je suis choquée qu'on parle encore d'affabulation et d'hystérie dans les expertises psychiatriques des victimes de violences. Concernant l'expertise médico-légale, vous en avez peut-être déjà entendu parler, puisque j'ai porté plainte contre la médecin légiste pour agression sexuelle. Au lieu de raconter encore, je vais me contenter de lire le SMS envoyé à une personne proche le lendemain de l'examen. Hier, l'infirmière m'a d'abord accueillie dans le bureau pour me rassurer, en disant qu'elle était puéricultrice depuis 30 ans, qu'elle et le médecin m'expliqueraient tout et me demanderaient la permission avant de faire quoi que ce soit, et que je pouvais dire non ou demander une pause pour revenir plus tard, ou même demander à revenir un autre jour, qu'elles avaient tout leur temps. Le médecin a parcouru tout mon carnet de santé en prenant des notes. Puis elle a regardé les cicatrices et blessures sur mon corps, en mesurant la taille et en précisant avec quoi je m'étais fait du mal. Puis elle a posé des questions sur ma santé physique et psychique. Après, il a fallu faire des examens, et elle me disait de garder le contact visuel avec elle et de parler pour que je ne dissocie pas. Et au départ, ça allait, ça se passait plutôt bien. Sauf qu'après l'examen, elle a dit que ce qu'elle avait vu ne concordait pas toujours avec ce que j'avais raconté, et je ne comprends pas pourquoi. D'un seul coup, elle a cessé de faire attention à moi et m'a demandé quel mouvement il faisait exactement quand il me violait, en me touchant et en me demandant d'imaginer que c'était son pénis pour mieux me souvenir, et je répétais que je ne savais plus, mais elle continuait à faire les gestes sur moi, en demandant si c'était plutôt comme ça ou comme ça, en me demandant de revoir les scènes quand j'étais petite. À partir de là, je ne me souviens plus très bien, car j'ai des problèmes de mémoire quand je suis trop dissociée, et je me sentais tellement morte. Depuis hier, je fais tous les efforts du monde pour ne pas retourner toute la colère et la détresse contre moi. Maintenant, parlons de l'avocate. Elle m'avait été conseillée par une association de protection de l'enfance, et pourtant, elle n'a jamais rien fait pour m'aider. Elle n'a jamais travaillé et m'a même causé du tort. Tout d'abord parce qu'elle ne m'a même pas prévenu que j'étais convoquée pour une expertise psychologique. Il est donc inscrit dans le dossier que je n'ai pas honoré le rendez-vous. Ensuite, parce qu'elle m'a assuré qu'elle ne pouvait rien faire pour accéder au dossier ou pour accélérer les choses, alors que lorsque mon avocate actuelle a repris l'affaire, elle a réveillé le dossier qui ne bougeait plus depuis 3 ans et a pu accéder à toutes les pièces très rapidement. En revanche, ce qui est vrai, c'est que la juge d'instruction est injoignable, même en allant sur place, et qu'apparemment, c'est le cas avec tous les autres dossiers. D'ailleurs, plus généralement, il y a un manque de moyens qui explique la longueur des procédures judiciaires. À côté de tout ça, il y a 5 personnes de mon entourage actuel qui ont été auditionnées. Il y a de nombreux membres de la famille qui ont aussi été auditionnés. L'agresseur a été en garde à vue, il a eu plusieurs expertises psychologiques et psychiatriques. Et au moment où une juge d'instruction a été saisie pour poursuivre l'enquête, il y a eu des mesures contre lui, donc interdiction d'entrer en contact avec moi, interdiction de travailler avec des mineurs, obligation de soins et mise sous contrôle judiciaire. Il y a peu de temps, j'ai eu une expertise psychologique. Le point positif, c'est que l'experte ne m'a pas demandé de raconter encore les violences dans les détails parce qu'elle trouvait ça traumatisant et qu'elle avait l'air de me croire. Le point négatif, c'est que lorsque je lui ai dit que Dolto affirmait que les enfants provoquaient sexuellement les parents, elle m'a répondu « Vous savez, il se passe beaucoup de choses dans l'inconscient des enfants, mais inconsciemment ».
Je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose de très acceptable à dire à une victime, ça responsabilise l'enfant qui aurait donc provoqué sexuellement l'adulte, ni de très acceptable à dire tout court, si l'on veut protéger les enfants et si l'on considère que les violences ne sont pas voulues ni causées par eux. Elle m'a aussi assuré que j'avais un TSA, trouble du spectre autistique, au bout de 30 minutes d'entretien, ce que ma psychiatre a infirmé. Pour elle, ce qui pourrait s'apparenter à de l'autisme chez moi, ce sont des conséquences ou stratégies post-traumatiques et de la dissociation. L'experte psychologue m'a aussi dit que mon autisme avait sans doute été causé par ma mère. Merci, la vieille psychanalyse. Ça fait maintenant 6 ans que j'ai porté plainte. La plainte n'a pas été classée, mais c'est interminable. Parlons maintenant de ce qui se passe pour la victime, en l'occurrence pour moi, en parallèle de cette procédure judiciaire. Il y a les propos de la famille. Tu es sûr de toi, tu vas gâcher sa vie, il a peut-être changé depuis, il a dû te trouver jolie dans ta petite robe. C'est quoi ce cirque? Elle a toujours été bizarre, c'est une folle, une menteuse. Et j'en passe. Il y a aussi eu des menaces de mort de la part d'un proche de l'agresseur qui m'a dit que je pouvais compter mes jours. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai seulement déposé une main courante. Finalement, le silence est retombé sur la famille, tout le monde sait mais personne n'en parle, chacun fait comme si ça n'était pas arrivé, même si certaines personnes au sein de la famille ne s'adressent plus la parole. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on me reproche. Plus personne ne me parle à cause de ta plainte. Ce qui se passe aussi, c'est l'attente sans fin, le sentiment d'être plus exposé que jamais, d'être à la merci de tous, le sentiment que son intimité est encore une fois violée. Et je vais vous lire un texte que j'ai écrit sur le sujet. Il y a quelque chose d'extrêmement violent dans la procédure judiciaire dont je voudrais parler. Si l'on porte plainte en tant que victime, il faut parler de tout, tout est scruté, et finalement, nous n'avons plus le droit d'avoir d'intimité. Entre le récit détaillé des violences, les expertises psychologiques ou psychiatriques, les auditions des proches ou de la famille, il ne reste plus rien. Même lorsqu'on ne veut pas parler de quelque chose, on n'a pas le choix. Notre histoire ne nous appartient plus. C'est violent aussi, surtout, le fait que l'agresseur puisse avoir accès à toute notre intimité, psychique comme sexuelle, aux conséquences de ses actes. C'est encore une fois une exposition, une intrusion, un viol. Je me dis qu'au moins, quand il me violait, l'agresseur n'avait pas accès à mes pensées ou mes ressentis. Mais avec la plainte, il peut tout savoir, tout avoir de moi. On n'a plus rien à nous dans la plainte. On doit se laisser faire par d'autres qui contrôlent et jugent notre histoire, nous forcent à parler de ce qu'on ne veut pas, et en plus, tout est offert sur un plateau à l'agresseur. C'est dangereux, humiliant, ça rend totalement vulnérable et ça déshumanise au lieu de réparer. Ça non plus, ce n'est pas juste, vraiment pas. On porte plainte parce qu'on nous a volé notre intimité, notre droit à faire partie de l'humanité, et on détruit encore plus notre intimité, et on nous traite comme un objet à décortiquer. On n'est plus un humain qui a le droit de se protéger et de garder des choses pour soi. Je me sens encore violée par le fait que l'agresseur puisse tout savoir de moi. La justice reproduit le fonctionnement de ma famille. Je n'ai le droit à aucune intimité. Je dois rester parfaitement exposée et en même temps, personne ne fait rien pour me protéger. L'agresseur peut savoir de quoi j'ai peur, ce qu'il a cassé, comment je vais aujourd'hui, toutes mes fragilités, et c'est insupportable pour moi. J'ai l'impression d'être une grenouille ouverte et morte sur une table en salle de SVT. J'ai relativisé ce ressenti depuis que j'en ai discuté avec mon psy, parce qu'il m'a dit que, selon lui, des rapports, des expertises, des témoignages ne pourraient jamais renfermer toute l'intimité d'une personne, que même si c'était très intime, c'était juste des éléments pris à un moment particulier, mais que personne ne pouvait se réduire à ça. Et pendant qu'il parlait, qu'il m'expliquait son point de vue, je pensais à 2 choses. Je pensais à Bergson, et je voyais aussi défiler toutes les choses dans ma tête qui m'appartenaient encore et qui n'étaient pas dans le dossier. Même des petites choses en fait, des choses pas si importantes. Mais je me suis rendu compte qu'il me restait encore de l'intimité et qu'on ne m'avait pas tout pris du tout, que tout mon être n'était pas disponible dans ce dossier. Alors je trouve ça encore violent et intrusif, mais j'ai aussi en tête ce qu'on ne m'a pas pris, donc je supporte un peu mieux cette situation. Donc je parlais de l'attente sans fin et du sentiment d'avoir son intimité violée. Il y a aussi la pression de correspondre aux attentes, la pression de rester toujours cohérente, assurée, de ne jamais faiblir ou justement de montrer qu'on est faible. La justice est pleine d'injonctions paradoxales et dans cette sphère, les victimes n'ont aucune valeur et ne sont pas mieux traitées qu'ailleurs, c'est sans doute même pire. Je ne parle même pas des enfants expertisés que l'on qualifie de séducteurs ou de menteurs pour des raisons inacceptables.
Un tel ne regarde pas dans les yeux quand il raconte. Une telle est en plein complexe d'Oedipe. Ou des mères protectrices qui perdent la garde de l'enfant victime. Je ne parle pas non plus de la façon dont les victimes sont traitées lors des procès, des questions d'une violence inouïe posée par la défense. Et je pourrais dire encore beaucoup. Tant que la justice sera aussi maltraitante envers les victimes, on ne pourra pas demander aux victimes de porter plainte. On ne peut rien exiger d'elles quand on sait que la plupart du temps c'est une retraumatisation et que la majorité des plaintes sont classées sans suite. Il faut être sacrément solide pour endurer tout ça. Et je ne crois pas qu'on devrait avoir à endurer ça après toute la violence déjà subie. C'est insupportable et c'est d'une injustice sans nom. Les policiers et les enquêteurs devraient être mieux formés à recueillir la parole, devraient avoir un cadre plus net qui empêcherait certaines questions. Vous avez aimé ça, vous êtes sûr que vous le vouliez pas un peu, c'est pas bien de mentir, etc. Un certain respect du rythme de la victime, même s'il faut parler, je sais pas, être plus empathique, ne pas forcer la victime jusqu'à la faire vomir, éviter qu'un homme inconnu soit présent dans le bureau au moment de l'audition, ne plus entendre parler d'hystérie ou d'affabulation dans les expertises psy, ni de complexe d'Oedipe ou d'enfants qui provoqueraient sexuellement les parents de façon inconsciente. Encadrer les pratiques médico-légales afin que la revictimisation et la retraumatisation soient absolument interdites, que certaines personnes ne se disent plus « je ne vois pas le problème à reproduire les gestes de l'agresseur sur la table d'examen » ou « ce n'est pas une agression, c'est juste un peu intrusif peut-être, mais c'est normal, il faut en passer par là ». Non, les victimes ne devraient pas avoir à en passer par là. Interdire aux avocats de la défense certaines questions, comme c'est déjà le cas d'ailleurs dans certains endroits, par exemple sur la vie sexuelle des victimes, ou certains propos sidérants et extrêmement violents qui retraumatisent encore. Tout faire pour que la justice soit un peu plus humaine, un peu plus respectueuse, et faire en sorte qu'il n'y ait plus autant de plaintes classées, notamment lorsqu'il y a des preuves, car oui, ça arrive aussi, et ça peut être classé malgré tout, ce qui est aberrant. Par ailleurs, là je pense à Yanis, qui avait 17 ans, et qui s'est suicidé il y a peu de temps. Il faut savoir que sans qu'il ait été prévenu, son agresseur est sorti de prison bien plus tôt que prévu, qu'il l'a emménagé à 3 km de chez lui. Et donc Yanis s'est suicidé et le Parisien n'a rien trouvé de mieux à faire, je viens de voir ça aujourd'hui, que de donner la parole à l'agresseur en fait. C'est d'une indécence, j'ai même pas les mots, c'est indécent. Et donc je pense encore à quelque chose d'autre, je fais des études de psychologie et je pense que pour que la justice soit correcte, ce serait bien aussi de revoir en profondeur les études de psychologie parce que ça ne va pas du tout, parce que le trauma n'est pas du tout abordé, parce que la dissociation n'est pas du tout abordée, parce que les violences faites aux enfants ou les violences tout court ne sont pas abordées. En revanche, ce qui est abordé en long, en large et en travers, ce sont les faux souvenirs, le complexe d'Oedipe, la sexualité infantile, mais d'un point de vue freudien complètement arriéré. On va même jusqu'à nous dire que ce serait problématique de faire des signalements en tant que psy lorsqu'un enfant révèle subir des violences parce que on ne peut pas savoir si c'est vrai, parce que ça pourrait très bien être une réalité fantasmée par l'enfant ou alors juste une façon de faire plaisir au thérapeute. D'accord, très bien. Donc j'espère que les études de psychologie évolueront aussi. Et je voudrais finir en remerciant les personnes qui m'ont écoutée, accompagnée et soutenue, car sans elles, je n'aurais pas survécu à toutes ces violences dans le cadre de la procédure judiciaire. La violence que subissent les victimes qui portent plainte n'est ni une nécessité ni une fatalité. On peut très bien enquêter et faire justice sans violenter à ce point les victimes. Ce serait bien, d'ailleurs, justement, que la justice soit un peu plus juste. J'ai bien conscience que mes propositions restent vagues et qu'on pourrait approfondir bien plus le sujet, mais mon objectif aujourd'hui, c'était surtout, à travers quelques exemples, de vous donner à voir la violence que représente la procédure judiciaire, durant laquelle on se retrouve face à des personnes au mieux maladroites, au pire clairement insensibles ou malveillantes. En fait, l'accumulation de chaque étape, de chaque élément, finit par créer une montagne de violence. Et encore, je n'ai pas tout raconté, c'est un résumé très court qui ne permet pas de se représenter ce que ça fait de subir tout ça sur plusieurs années. Le pire, c'est de se dire que toute cette violence surajoutée à la violence initiale aura probablement été vaine, puisqu'à la fin, les agresseurs sont très rarement condamnés. Le but de la justice n'est absolument pas de réparer les victimes, ni de leur donner une quelconque reconnaissance. Le but de la justice est seulement de recueillir des preuves et de poursuivre ou non le mis en cause, de le condamner ou non. La victime n'est qu'un objet au service de la justice, une preuve plus ou moins tangible, plus ou moins crédible parmi d'autres. Elle n'a pas sa place en tant qu'humain dans tout ce processus.
Beaucoup de personnes extérieures estiment d'ailleurs que c'est normal, qu'il faut souffrir, qu'on ne peut pas faire autrement. En fait, la victime est juste un dommage collatéral à l'exercice de la justice, qui finalement ne rend même pas justice. Je suis en colère contre ce système, en colère de voir la façon dont chaque professionnel que j'ai rencontré n'était pas formé à recueillir ma parole sans me violenter, même involontairement. En colère qu'on ait reproduit les agressions sur moi, sous prétexte de faire émerger la vérité. En colère d'être traité comme un simple objet qu'on peut sacrifier, dont l'intégrité n'a aucune valeur. Après tout, cette victime, elle est déjà flinguée, alors pourquoi prendre des précautions, hein ? Osant la malmener jusqu'au bout, elle n'est plus à sa près. C'est aussi ce que je me dis toujours. De toute façon, je n'ai plus d'intimité, de toute façon, on m'a déjà tout pris. Et puis, une agression de plus, une agression de moins, une violence de plus, une violence de moins. Qu'est-ce que ça change ? Mais finalement, ça fait mal quand même, à chaque fois. Je suis en colère de constater qu'une société qui ne m'a jamais protégée lorsque j'étais enfant commet des violences sur moi maintenant que je me tourne vers elle pour obtenir un minimum de reconnaissance et de justice. Je suis en colère pour toutes les plaintes classées, tous les enfants laissés à l'agresseur, toutes les maltraitances infligées à chaque étape. Je suis en colère pour le peu d'importance donnée au vécu des victimes et à leurs souffrances, en colère de voir la minimisation ou la normalisation de la violence judiciaire dans le discours des gens. Et ce n'est pas le sujet ici, mais tout est à revoir de toute façon, car si tous les agresseurs sexuels étaient jugés et condamnés, il n'y aurait pas assez de place en prison. Par ailleurs, que faire des enfants victimes lorsque ce sont les parents qui commettent les violences ? On voit bien l'état de l'ASE, aide sociale à l'enfance, actuellement en France. Mais pour commencer déjà, il serait bien de ne plus maltraiter les victimes encore et encore lors de la procédure judiciaire. Ce serait un bon début. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager votre expérience ou vos réflexions dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt.